Bonjour Jeanne. Bonjour Samantha. Aujourd'hui, j'ai la chance, d'accueillir Jeanne Burgard-Goutal, qui a de multiples casquettes. Donc, elle va venir aujourd'hui, répondre à quelques questions au sujet du yoga. On va beaucoup s'appuyer sur son dernier livre qui est Yoga Shalala. D'ailleurs, je l'ai juste ici. Voilà, peut-être que vous le verrez en inversé, mais voilà, c'est un excellent livre, graphique qui parle, évidemment du yoga, des principes du yoga, mais surtout qui met en lumière, beaucoup de thématiques sur l'enseignement, sur la transmission, sur, l'actualité du yoga. Donc c'est vraiment très intéressant si on enseigne, si on est enseigné également et ça nourrit énormément la réflexion sur le monde du yoga actuel. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça, passionnant. Donc, Jeanne, elle est, professeure de philosophie. Elle enseigne également le yoga et elle est autrice de plusieurs ouvrages, donc sur le yoga et également sur l'écoféminisme. Jeanne, je te laisse peut-être, compléter ou rectifier ce que je viens d'annoncer. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation. En fait, j'ai pas eu l'occasion énormément de parler de ce livre et donc je suis très très contente de partager. Non, ta présentation elle est juste. Donc moi j'enseigne la philo au lycée depuis un paquet d'années et en parallèle de l'enseignement, je fais de la recherche et aussi je fais des expériences plus ou moins intenses dont j'ai besoin de tirer des livres au final. Et voilà. Et je crois que mon identité, ou en tout cas ma casquette de philosophe, intéressée aussi par les questions politiques contemporaines, elle imprègne en fait mon rapport à tout ce que j'aborde et notamment le yoga dans ce bouquin. Complètement. On sent que, voilà, c'est quelque chose tu as pas pris l'enseignement du yoga comme une éponge. En tout cas, ça tu l'as beaucoup nourri avec ta réflexion, avec tes questionnements. C'est une matière que tu es allée, travailler. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant justement, c'est de partager, toutes ces réflexions. Alors on peut pas résumer ce livre qui est extrêmement riche évidemment, mais est-ce que tu peux, pour, nourrir un peu cet, entretien et puis permettre à chacun de se situer, nous dire, comment déjà, qu'est-ce qui a inspiré ce livre? Et puis quelles sont les grandes thématiques que tu as souhaité soulever? En fait, ce qui a inspiré ce livre, c'est mon histoire personnelle. Donc, c'est un livre qui est autobiographique ou plus exactement autofictionnel, puisque sur le fond, tout est vrai, mais il y a des choses qui sont factuellement pas exactes dans la chronologie, dans la reconstruction des personnages. Mais donc, ça fait à peu près 12 ans que je pratique le yoga. Au début, c'était juste pour faire un sport, comme beaucoup de gens, je crois. Et puis, assez rapidement, j'ai compris que c'était pas vraiment un sport, mais j'avais du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Et j'ai plongé de plus en plus loin dans cet univers-là, à la fois à travers des rencontres avec des enseignants, une rencontre amoureuse aussi, différents voyages, etc. Et en fait, au cours de tout ce cheminement, comme je crois pas mal de gens qui pratiquent le yoga aujourd'hui, j'ai vécu plein de choses et j'ai entendu aussi plein de discours qui me posaient question, voire qui étaient un peu traumatisants, euh, et que j'ai eu besoin après coup de réfléchir, de théoriser, de comprendre. Et donc en fait, dans ce cheminement, il y a plein de questions et plein de thématiques qui sont abordées. Euh, il y a des questions qui sont vraiment les questions que moi je me posais pendant les cours de yoga ou pendant les stages ou formations, donc, puisque j'ai fait une formation de prof de yoga et là, en ce moment, je fais une formation aussi en 2 ans de yoga nidra. Donc, malgré tout le cheminement un peu traumatisant, je ne suis pas, j'ai pas laissé tomber, je continue. Et donc, il y avait voilà les questions nées pendant les cours et les stages, par exemple, de quoi ils parlent les profs quand ils parlent de chakra et d'énergie. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Pourquoi je croirais que, je sais pas, en serrant l'anus, je vais faire monter mon énergie jusqu'au troisième œil, ou que en faisant telle posture, je vais ouvrir mon chakra du cœur et devenir amour et compassion. Plein de croyances aussi sur voilà, la lévitation ou bon, des choses qui, moi, en tant que philosophe, me paraissaient complètement farfelues et infondées. Et le refus, ou en tout cas les obstacles que mettaient beaucoup de mes enseignants pour m'expliquer les choses
ont fait que j'ai dû moi-même chercher. Donc, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle Les chakras existent-ils ou, voilà. Et puis, il y avait aussi des questions et des thématiques liées à mes centres d'intérêt parallèles, mais qui finalement se sont mélangés. C'est-à-dire que pendant tous ces 12 années, je menais aussi une recherche sur l'écoféminisme, qui était une recherche à la fois théorique et à la fois existentielle, avec plein de rencontres, d'immersions dans des collectifs, des ONG écoféministes. Et j'ai eu l'intuition qu'il pouvait y avoir des liens. Et donc, il y a aussi ce genre de thématique sur le lien entre yoga et féminisme, le lien et les frictions potentiellement entre yoga et écologie. Est-ce que le yoga est potentiellement un outil pour une transformation de notre conscience vers un rapport plus écologique à la nature, ou bien est-ce que c'est un business qui est complètement aux antipodes de l'écologie? Voilà, donc il y a tout ce mélange de thèmes un peu sociologiques, politiques et philosophiques qui parsème le livre et mon cheminement là-dedans. Avec la forme aussi qui est quand même celle, un petit peu d'un roman puisqu'on se prend quand même au jeu, on suit le personnage, enfin les personnages et voilà, donc il y a quand même cette forme qui est extrêmement agréable à laquelle on peut s'identifier et je pense qu'on est nombreux, nombreuses à avoir eu, ces questionnements dans notre, en tout cas si on a suivi une formation d'enseignant de yoga, si on a été amené à l'enseigner nous-mêmes et puis aussi si on est simplement élève à des cours, même des cours, hebdomadaires plutôt simples dans lesquels on va, moins en profondeur. Donc bon, bah, attaquons, on va parler, du yoga, donc peut-être définir ce terme, comme dans une disserte de philo quand on commence par définir nos termes. Moi, j'ai 2 questions à ce niveau-là. C'est, donc ça fait partie vraiment des questionnements que tu exposes dans ton livre. Comment définir le yoga? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu dis toi-même: «J'ai l'impression d'être, chez l'ostéo, chez le médecin, dans une salle de sport». Enfin, tu sais pas trop, à quoi ça correspond. Donc déjà, essayer d'approcher une définition ou de dessiner les contours de ce que c'est et puis ensuite, est-ce que c'est nécessaire d'aller dans cette définition? On peut se poser la question aussi. Mmh mh. Bah, c'est vrai que généralement, mes tentatives de définition finissent par dire qu'on s'en fout un peu de la définition, que c'est pas vraiment possible de définir. En tout cas, moi, ce qui m'a paru important et intéressant, c'est de comprendre que le yoga n'est pas ce que on en voit le plus couramment. C'est-à-dire très souvent aujourd'hui, quand on pense yoga, on va penser posture. À la rigueur, posture et respiration. Au point qu'il peut y avoir des cours qui s'appellent yoga dans des clubs de fitness ou dans des écoles, etc. En fait, en plongeant un petit peu dans l'histoire de ce terme, alors c'est un des termes les plus polysémiques de la langue sanskrite. Donc au cours de l'histoire, il a pris plein, plein, plein de significations différentes, qui à la fois quelque chose qui désigne la pratique qu'on appelle aujourd'hui yoga, mais aussi ça a voulu dire au cours du temps le travail, le remède, l'attelage, le labour, le voyage, la technique, voilà, plein plein de choses différentes. Euh, et donc cette richesse sémantique, souvent, elle est cachée par les images mainstream du yoga, c'est-à-dire jolie meuf en legging faisant des belles postures. Et voilà, donc déjà, on peut peut-être revenir simplement à l'étymologie. Yuj en sanskrit, qui signifie relier ou unifier. En fait, c'est la même étymologie que religion en français. Religere, religere, il y a cette même idée de relier. Donc ça met déjà un peu sur la piste de la dimension foncièrement spirituelle du yoga, que j'ai pas tout de suite capté ou que j'ai pas tout de suite voulu capter en tout cas. Et peut-être là aussi pour appréhender un peu la richesse des sens du yoga dans ce qui est pertinent pour la pratique actuelle, on peut repartir de la typologie qu'a faite Vivekananda. Donc Vivekananda, c'est un maître indien qui est le premier indien à être allé exporter le yoga en Occident. Donc il a fait une grande tournée aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et lui, il pratiquait pas du tout de posture. D'ailleurs, il méprisait un peu le yoga postural. Et ce qu'il transmettait, c'était surtout la philosophie, la spiritualité du yoga. Et en fait, il dit, yoga, ça recoupe 4 formes de yoga différentes.
Donc, nous, ce qu'on connaît le plus, Hatha Yoga, c'est-à-dire le yoga qui va impliquer le corps. Donc, les pratiques posturales, corporelles, respiratoires. Euh, mais les trois autres voies, donc qui ne sont pas du tout des choses qu'on fait sur un tapis. C'est Bhakti Yoga, c'est-à-dire les pratiques de dévotion, donc prière, rituel, chant de mantra, etc. Jnana Yoga, le yoga de la connaissance, c'est-à-dire en fait la philo, la réflexion théorique, la spéculation sur des thèmes métaphysiques, des thèmes liés à la condition humaine, à la libération de l'humain. Et puis Karma Yoga, le yoga de l'action, c'est-à-dire une manière d'agir de façon désintéressée, en essayant de se défaire dans la mesure du possible des mécanismes égotiques dans l'action. Et donc tout ça, ça montre qu'en fait, yoga, c'est un terme qui renvoie à énormément de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait sur le tapis, au point que certains disent en fait, c'est simplement des homonymes, comme cousin et cousin, ça désigne à la fois un membre de ma famille et puis une espèce d'araignée avec des grandes pattes. Donc peut-être c'est juste des homonymes, mais c'est peut-être quand même pas un hasard qui est le même mot. Et en fait, si on veut faire un lien, l'idée c'est que toutes ces pratiques-là sont des moyens d'unification de notre existence, donc d'avoir un mode de vie plus harmonieux, plus unifié. Et aussi, il y a toujours cette idée d'unification avec le divin. Donc en arrière-plan de toutes les pratiques de yoga, il y a toujours cette idée de contact avec l'absolu. C'est foncièrement une mystique, le yoga. Donc que ça soit à travers le yoga de l'action ou de la connaissance ou de la dévotion ou corporelle, il y a toujours l'idée de transcender la condition humaine ordinaire et d'aller vers une forme de sacralisation de l'existence et d'unité avec l'absolu. Et j'avoue que cette dimension, à la fois, c'est ce que je trouve fascinant, et à la fois, par exemple, c'est ce qui fait que je trouve très étrange qu'il y ait des cours de yoga, comme je disais tout à l'heure, dans des clubs de fitness ou dans des écoles laïques. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. C'est, entre le yoga, ce qui pouvait être il y a même, allez 150 ans et ce qu'on en a fait aujourd'hui avec, une pratique, voilà, on a extrait, tout l'aspect postural, et puis l'aspect corporel. C'est vrai, tout ce qui est pranayama aussi, on en a fait quelque chose finalement qui est, plutôt au service du corps qu'au service du mental et de l'état de conscience. En transformant ces pratiques, oui, on a changé complètement cette définition du yoga. Moi, j'ai l'impression aussi que, il y a une époque où on pouvait pas unifier toutes ces pratiques derrière le terme yoga parce que, ce qui était, considéré comme yoga, je sais pas moi, il y a 2000 ans et il y a 1000 ans, c'était déjà ça n'a rien à voir. C'est peut-être nous qui, a posteriori, avons dit, tout cet ensemble de pratiques, moi, j'en fais quelque chose que j'appelle yoga. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a ce qui est un peu paradoxal, c'est que le yoga, comme absolument toute chose, est évolutif. Voilà, c'est le principe d'impermanence. Et donc, ça change tout le temps. Et effectivement, là, par exemple, les quatre voies que j'ai indiquées, c'est la catégorisation de Vivekananda. Mais en fait, dans des traités du XVIe siècle, par exemple, on parle de 6 voies ou 5 voies, et c'est pas du tout les mêmes. Donc il y a effectivement une évolution de la diversité de choses qui vont être appelées yoga. Et en même temps, le paradoxe, c'est que il y a aussi souvent une volonté de figer ce qu'on entend par yoga. Il y a un certain traditionnalisme, voire un côté assez réactionnaire dans beaucoup de pans du milieu du yoga. Donc l'idée qu'en fait, ça serait une pratique ancestrale, anhistorique, qui n'aurait pas changé depuis le début. Et c'est vrai que parfois, on a du mal à accepter que, bah si, en fait, ça a énormément changé, à la fois le sens, les pratiques, lesquelles on met sous le nom de yoga ou pas, et que du coup, le fait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle yoga n'ait plus rien à voir, ou plus grand-chose à voir avec le yoga d'il y a 150 ans, ou d'il y a 1000 ans, ou d'il y a 2000 ans. Parfois, c'est vu comme une espèce de décadence. Et en même temps, on peut se dire, bah, c'est juste le fait que voilà, tout évolue. Et que la forme appelée yoga aujourd'hui, c'est celle-ci. D'ailleurs, c'est une pluralité de formes. Et dans 100 ans, ce sera peut-être encore quelque chose de complètement différent qu'on n'imagine pas encore.
Ouais, exactement, c'est cette évolution, c'est difficile, à admettre. Il y a beaucoup d'écoles en plus qui, revendiquent, un peu comme, un étendard en disant: «Moi, je pratique un yoga qui est traditionnel, qui est conforme, qui est» voilà, c'est une lignée ininterrompue depuis des siècles et c'est un petit peu gage de qualité, ce côté, ancien, inchangé dans les pratiques. Donc ouais, c'est voilà, je pense que c'est aussi à nous aujourd'hui de faire attention à ça, de pas rentrer dans ces caricatures et peut-être même pas de rentrer dans ces définitions. Donc, est-ce qu'on définit le terme yoga ou est-ce qu'on se contente de dire, de garder ce lien, avec la notion de relier, en disant: «Peut-être que je comprends pas exactement ce que c'est». Est-ce qu'on se détache du mental pour aller purement dans l'expérience? Comment on peut se positionner en tant que pratiquant, enseignant? Bah, en tout cas, c'est vrai que moi, le cheminement, dans le livre et dans mon expérience du yoga, c'est d'avoir, d'une certaine façon tellement, fatigué, mon mental et mon esprit critique à poser toutes ces questions, chercher toutes ces réponses, toutes ces connaissances dont j'avais vraiment besoin pour pas juste, gober, naïvement un discours, mais que j'ai tellement, été loin là-dedans que maintenant je peux admettre qu'il y a de l'incompréhensible, il y a du mystère et que finalement il n'y a pas forcément besoin d'avoir une définition, précise. Mais je crois que si je parviens à ça, c'est aussi justement le fait d'avoir pu librement me poser toutes ces questions et y réfléchir. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, l'abandon du mental, parce que c'est un enseignant qui le demande, ou bien au début du parcours, c'est un peu dangereux. Que en revanche, parvenir à se dire qu'il y a des choses insolubles et que pour certaines choses, on n'a pas besoin particulièrement de définition, à mon avis, c'est deux démarches différentes. Ouais, je pense aussi que c'est assez violent de demander à quelqu'un qui a l'habitude de raisonner, de faire beaucoup travailler son esprit critique et sa rationalité, de lui dire: «Tu es trop dans le mental», comme on a pu, te dire ou, bah, dire à beaucoup de personnes, en fait. C'est violent, c'est de dire, «Ta manière de fonctionner n'est pas, correcte». Donc oui, je pense que tu as raison, il faut vraiment aller au bout de notre cheminement en disant peut-être que oui, je suis trop dans le mental actuellement. Je vais au bout de ma réflexion, je vais, saturer mon mental de questions et en me heurtant à certains murs, je pourrais, déterminer les limites de cet esprit critique justement. Oui, et en plus, j'ai l'impression que souvent, derrière cette injonction-là, il y a une confusion entre mental et intellect. Et par exemple, si on revient au terme sanskrit, c'est deux termes différents. Donc le mental, c'est manas ou parfois chitta, et l'intellect, c'est buddhi, donc la même racine que Bouddha, l'éveillé. Et donc en fait, il n'y a pas de critique de l'intellect. D'ailleurs, ce que j'évoquais tout à l'heure, là, le Jnana Yoga, yoga de la connaissance, c'est complètement une démarche intellectuelle. Euh, mais parfois, cette confusion, elle est entretenue pour décourager les gens qui réfléchissent, qui exercent leur intellect, un peu comme au collège où on se moque des intellos comme si c'était mal. Et c'est vrai que c'est bizarre à 30 ans ou 40 ans de revivre ce truc où tout d'un coup c'est la honte de réfléchir. Donc je sais pas, c'est la revanche. C'est bizarre. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, tu as raison. J'ai aussi subi les critiques, ouais, au collège et puis oui, les mêmes au cours de la formation. Moi, j'ai aussi la sensation, je sais pas ce que tu en penses, qu'il y a, tout un flou dans le monde du yoga et que parfois quand on te dit: «Ne sois pas trop dans le mental», c'est une manière de dire, «Je sais pas trop répondre à tes questions, donc je préfère te dire de pas te les poser». Oui, bah, il me semble aussi qu'effectivement il y a des enseignants qui sont très ignorants et c'est pas nécessairement, enfin, c'est à moitié de leur faute. C'est-à-dire dans la formation, le fait qu'on puisse devenir prof de yoga après un teacher training de 200 heures expédié en un mois, c'est très problématique. Et ça, c'est pas la faute des gens que le monde fonctionne, enfin le monde du yoga fonctionne de cette façon-là. En revanche, quand on décide d'être enseignant, enfin, en fait, pour n'importe quel métier, il faut des années et des années et des années d'études et passer des examens et passer des concours. Et quand on est prof de yoga, on touche à des choses tellement sensibles, à la fois physiquement, psychiquement, spirituellement, que, à mon avis, là, ça devient quand même une responsabilité de se plonger.
dans l'apprentissage et dans la connaissance, alors sans devenir un spécialiste du sanskrit ou je sais pas quoi, mais il me semble que quand même, il y a voilà, une recherche à faire. Et que parfois, effectivement, ce truc de oui, lâche le mental, c'est un peu un paravent, ou ça peut être pire. C'est-à-dire, ça peut être une manière de manipuler les gens. En fait, dès qu'on dit aux gens d'abandonner leur esprit critique et qu'on les culpabilise de se poser des questions, c'est un truc typique de démarche sectaire ou de voilà. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé quelquefois de me dire mais oh là, j'ai pas échappé au catéchisme pour tomber là-dedans, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une méfiance à avoir vis-à-vis de ce discours. Ouais, je crois aussi que, enfin, en tout cas, aujourd'hui, dans notre époque, peut-être qu'en Inde, il y a 500 ans, on pouvait se permettre de laisser de côté l'esprit critique et suivre aveuglément le maître. D'ailleurs, ça pose encore la question: qu'est-ce qu'un maître? Qu'est-ce qu'un enseignant? Est-ce que le rôle est le même? Est-ce que, la reconnaissance est la même? Ça pose aussi la question de professionnalisation au niveau du yoga, en disant: «Oui, comme tu le dis, au bout de 200 heures, est-ce que je suis apte à enseigner?» Peut-être à des débutants, peut-être pas, enfin, peut-être d'une certaine manière, peut-être pas pleinement. D'un autre côté, est-ce qu'on devrait, faire comme, je sais pas moi, une licence, un master, un doctorat en yoga, je sais pas. Est-ce qu'on doit rentrer dans des choses aussi carrées? Je ne sais pas. Ouais, ça pose la question sur le développement de ce nouveau métier, finalement. Oui, alors moi, j'ai absolument pas les réponses, mais en tout cas, c'est vrai que, bah, et tout est à double tranchant. C'est vrai que le fait de institutionnaliser, de créer des diplômes d'État, ça peut aussi avoir des inconvénients. Mais il me semble, c'est pour ça par exemple que moi finalement, j'ai choisi, en tout cas pour l'instant, de pas enseigner le yoga. Je fais des ateliers de philo du yoga, mais pas vraiment de pratique de yoga, justement parce que je j'ai éprouvé la puissance de cette pratique, je la prends au sérieux, et donc j'ai l'impression que ça supposerait de pouvoir être beaucoup plus calé que je ne le suis en anatomie, en psychologie. En fait, le yoga, ça peut remuer des émotions très profondes, et si on n'est pas armé pour comprendre ce qui se passe chez un élève qui se met à pleurer ou qui est complètement voilà, heurté par certaines suggestions qu'on fait, qui font appel à l'imaginaire, à la sensibilité. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y aurait plein de choses à faire, et peut-être que la solution, elle n'est pas que de se surformer individuellement, mais aussi de voir comment on fait réseau. En fait, comment on fait réseau avec des ostéopathes, avec des psychologues, avec des gens vers qui on peut renvoyer les élèves. Mais voilà, si on dit que c'est une voie de transformation, en fait, toute transformation implique des bouleversements, des deuils, et ça me paraît voilà, important de cadrer ça pour qu'il n'y ait pas des sortes de... Enfin, moi, c'est vrai qu'au cours de mes vadrouilles dans ce milieu, il y a certains enseignants, je pense qu'ils étaient tout à fait de bonne volonté, mais qui m'ont vraiment traumatisée sans le savoir, quoi. En disant des trucs ou en faisant des trucs que j'ai reçus hyper violemment. Et là aussi, c'est des expériences que je sais n'être pas la seule à avoir vécues. C'est vrai que c'est assez fréquent, enfin moi j'ai beaucoup été en contact avec des enseignants, avec des élèves qui se sont formés, et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, enfin voilà, ce que tu dis c'est la norme finalement. Je pense qu'on a tous des parcours assez similaires. Et bah, ça questionne. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire rapidement, moi j'ai lu le livre donc je le sais, mais quel est, le cursus, enfin quels sont les cursus que tu as suivis ou essayé de suivre? Quel est ton, ouais, ton rapport avec cet enseignement du yoga, et quels sont les écueils auxquels, tu t'es, frottée? Mmh mh. Bah, alors je pense que mon cursus, il est dans une certaine mesure assez représentatif, au moins au début. C'est-à-dire, j'ai commencé simplement par voilà, faire des cours, comme je disais tout à l'heure, parce que je voulais faire un nouveau sport. Et puis après, voilà, de plus en plus de stages. Ensuite, j'ai fait une formation de 2 ans en vinyasa, euh, parce que je crois que je cherchais quelque chose qui conciliait tradition et modernité, pour le dire rapidement, c'est-à-dire où il y avait à la fois pas un traditionnalisme rigide auquel j'arrive pas à croire, mais pas non plus quelque chose de complètement coupé des concepts sanscrits, de la philosophie, etc.
Et ensuite, là où peut-être ça devient un peu moins classique, c'est que je suis tombée amoureuse d'un gourou de yoga tantrique qui vit en autonomie dans les collines de Provence, voilà, sans eau, sans électricité, avec ses moutons, son potager, etc. Et donc, c'est aussi beaucoup cette relation-là qui m'a formée. Euh, et voilà. Et donc, c'est un cheminement dans lequel je me suis fait pas mal de bobos, à la fois physiques et psychologiques. Ensuite, j'ai fini par tomber sur des enseignants qui me conviennent mieux. Donc voilà, là par exemple, comme je disais tout à l'heure, je fais une formation de yoga nidra avec un prof qui est d'une droiture et d'une profondeur, voilà, tout à fait, en qui j'ai vraiment confiance. Euh, et aussi, je fais régulièrement des week-ends de travail avec une psychanalyste qui utilise aussi le yoga comme médiation thérapeutique, qui a écrit des bouquins dont je parle dans mon livre. Mais voilà, donc j'ai l'impression d'avoir vraiment été, enfin dans le livre, des fois j'utilise la métaphore de la jungle du yoga, et je me suis beaucoup égarée sur plein de sentiers dangereux, mais pour finir par trouver ce qui me convient et qui sera peut-être pas la même chose que ce qui conviendra à d'autres personnes en fait. J'ai l'impression que c'est très individuel aussi ces cheminements. C'est vrai et je pense pas qu'on puisse faire l'économie de cet égarement. Je pense que c'est vraiment quelque chose, ben, ça fait partie du truc. On peut pas est-ce qu'on peut vraiment apprendre de façon linéaire en se mettant sur les bancs de l'école et en prenant des notes et voilà, je pense pas. Je pense que pour pouvoir, pratiquer, transmettre, connaître une petite parcelle en tout cas du yoga, il faut être, enfin, faut avoir, oui, cette capacité et cette chance et aussi cette malchance de plonger complètement dedans, avec toutes les difficultés que ça Ouais. comporte. Donc toi, tu as fait quand même le grand écart entre le vinyasa qui est, bon, quand même du yoga, postural moderne, on va dire, et puis donc le Hatha qui est une approche un peu plus traditionnelle en tout cas. Ensuite, pour revenir sur des choses comme ce que tu fais actuellement, qui sont plutôt des croisements entre disciplines, où toi tu fais le croisement avec la philo, croisement avec, la psychologie, psychanalyse Mhm. et ouais, donc tu as un parcours qui est quand même, très varié. Hem, Est-ce que tu peux, revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure dans les écueils? Hem, est-ce qu'on doit vraiment mettre de côté notre rationalité, notre envie de réfléchir, si on veut comprendre, heu, pleinement ce qu'est le yoga? Parce que ça a été une injonction à un moment, on t'a beaucoup invité à laisser de côté, le mental. Aujourd'hui, avec le recul, tu dis que toi, tu as, cette capacité à accepter, disons, cette zone grise dans laquelle tu n'expliques pas, ni par, quelque chose de mystique, magique, ni par quelque chose de rationnel. Mais comment, tu pourrais conseiller quelqu'un qui débute sur ce chemin, qui se sentirait bloqué, pris au piège entre cette volonté de rationalité et cette, appétence pour le comme toi tu le définis, mystico-gélatineux, en tout cas tout ce truc un peu magique, voilà, qu'on peut voir. Euh, Alors, c'est pas évident de donner des conseils, d'autant plus que, comme tu l'as dit, je crois qu'effectivement, les égarements euh, font partie du chemin. Et que moi, parfois, j'ai l'impression que c'est... alors, je ne conseille pas non plus de se faire du mal, mais j'ai l'impression que moi, c'est finalement dans les rencontres les plus perturbantes et brutales que j'ai le plus appris. Euh, donc, j'ai l'impression que voilà, on peut pas effectivement faire l'économie de ces moments où on s'énerve, on est dans des contradictions, on a la trouille, on comprend pas, etc. Euh, et j'ai l'impression que de toute façon, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, on peut pas laisser de côté la rationalité ou laisser de côté l'intellect ou l'esprit critique ou le mental. Par exemple, pendant toutes mes premières années en Shavasana, quand la prof disait de arrêter ses pensées bah, en fait, plus on essaye et plus on les renforce. Donc j'ai l'impression que de toute façon, la tentative de laisser de côté cette... En fait, c'est génial la productivité permanente du cerveau et cette création infinie.
d'idées, etc. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Euh, donc moi, j'en ai fait des bouquins, mais on peut en faire, voilà, il y a plein d'autres formes artistiques ou d'autres formes voilà, de profession, de création, de sublimation qu'on peut avoir avec tout ça. Moi, j'ai l'impression que ce qui m'a permis quand même de... En fait, c'est pas que j'ai laissé de côté ça, c'est plutôt que ça s'est relativisé par rapport à d'autres champs d'expérience. J'ai l'impression que pendant longtemps, le, les pensées, c'était un peu tout ce qui occupait le champ de ma conscience. Par exemple, avant, quand je courais, ben, en même temps, je préparais mes cours dans ma tête ou je réfléchissais à mes bouquins ou des choses comme ça. Et c'est comme si la présence au réel, aux sensations, au corps, au souffle, elle n'était pas souvent là chez moi ou que dans certaines expériences. Par exemple, dans la sexualité ou bien dans la musique ou dans la danse. Et j'ai l'impression que ce qui s'est produit, c'est la possibilité de laisser de plus en plus de place à d'autres choses que les pensées, même dans des expériences, même dans du quotidien plus banal, plus ordinaire. Euh, donc, voilà, du coup, je ne conseille pas d'essayer de lâcher quoi que ce soit, mais il y avait en fait une métaphore utilisée par Daniel Audier dans Tantra qui m'a bien aidée. Alors bizarrement, je ne l'ai pas retrouvé en relisant le bouquin, donc je ne sais pas si je l'ai inventé ou quoi. Mais donc il y a son initiatrice dont il parle dans ce livre qui lui dit, en fait, de toute façon, dans notre tête, ça parle tout le temps, mais fais comme si c'est une espèce de radio qui te dit des trucs, elle est en arrière-plan. En fait, elle va pas s'arrêter la radio, ça sert à rien de lutter. Mais juste, au bout d'un moment, c'est plus ça qui t'intéresse. Et en tout cas, pour moi, c'est comme ça que s'est produit l'ouverture à d'autres formes de conscience ou de perception ou de rapport au monde, mais finalement pas du tout dans une lutte. D'accord, ouais, c'est cette acceptation du bruit de fond qui est là, en disant: «Je choisis de pas mettre ma conscience là-dessus». En fait, on en revient vraiment à ce développement de la conscience, de l'attention, de la présence, du fait de ralentir pour mieux sentir aussi ce qui se passe. C'est-à-dire je choisis, je peux pas choisir toutes mes expériences, mais je peux choisir celles sur lesquelles je vais mettre du poids, celles que je vais accentuer, que je vais observer. Oui, alors là aussi, je ne sais pas si c'est vraiment un choix ou quelque chose dont on peut favoriser les conditions d'émergence qui va se produire. Mais c'est vrai que là aussi, pour utiliser encore une image de Daniel Audier, il dit, enfin, qui est aussi une image de son initiatrice, elle dit qu'il faut casser la noix de coco et qu'à l'intérieur, il y a un diamant. Et bon, dans certains cas, comme mon cas, la noix de coco, enfin, en fait, dans les cas de tout le monde, c'est juste pas sur les mêmes points que notre noix de coco est ultra résistante. Mais, euh, mais voilà, il y a cette idée que quelque chose d'autre est là euh, et qu'on peut essayer un peu comme quand Rousseau, quand il parle de l'éducation, il parle de l'éducation négative. Il dit en fait, on doit juste mettre en place pour l'enfant les conditions qui vont potentiellement permettre à sa nature de se déployer et non pas lutter ou faire du bourrage de crâne. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour le yoga. Bon, c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais Non, non, enfin, moi, je crois comprendre. Essayons de reformuler pour voir si c'est bon. Je dirais que enfin, de ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas en lutte, contre nos fonctionnements, normaux. On est simplement en train de dire, je choisis de remplacer, pas de supprimer, mais de dire, voilà, je donne de l'espace pour autre chose au lieu de dire: «Cette chose-là n'a plus de place». oui. Et je pense même que c'est même pas remplacer, c'est juste compléter. En fait, d'avoir une expérience qui soit plus riche, plus complète, mais sachant qu'il y a quand même un trésor aussi dans les pensées, le mental, l'intellect. Enfin, franchement, moi, j'adore les œuvres d'art, les livres, les films, la musique, etc. Je serais hyper triste qu'il n'y ait plus de gens avec un mental suractif et archi névrosé et tout ça. Enfin, sinon, artistiquement, on se ferait vraiment chier. Il n'y aurait que des manuels de développement personnel.
Donc voilà, je ne crois pas qu'il faille ni supprimer ni remplacer, mais qu'en tout cas, pour soi-même, c'est vrai qu'ici, on peut avoir, oui, relativisé ou ramener à juste une place parmi plein d'autres éléments. C'est ce bavardage-là quand il est trop pénible ou trop douloureux et qu'on ne sait pas quoi en faire créativement. Euh, voilà, c'est ça qui me paraît être utile. OK. Et donc, toi, ton domaine, donc c'est la philosophie. Est-ce que moi, ça m'intéresse vraiment ce lien philo et yoga. C'est quelque chose qui est pas tellement exploité. En tout cas, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui avaient, une bonne connaissance, on va dire, de ces 2 domaines. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont inspirés de l'hindouisme, du yoga, du bouddhisme, en tout cas de tous les systèmes de pensée, liés à l'Orient. Est-ce que enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu as noté aussi? Est-ce que toi, tu fais des passerelles entre la philosophie et le yoga? Enfin, c'est intéressant, ouais, d'avoir ça et puis parfois le yoga donc nous invite à pas forcément raisonner, mais à être dans une compréhension plutôt intuitive. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ça avec la philosophie et la pensée? Ben, en fait, moi j'ai l'impression que le yoga a une dimension philosophique de toute façon. Et que effectivement, on va dire les méthodes philosophiques euh, yogiques sont pas les mêmes que les méthodes philosophiques dominantes en Occident, mais que c'est aussi des méthodes philosophiques. D'ailleurs, en Occident, il y a aussi, par exemple, un des principaux bouquins de Descartes qui s'appelle Les Méditations métaphysiques. Donc, la méditation, c'est aussi une pratique philosophique en Occident. Donc, c'est vrai que nous, en Occident, après, par exemple, quand on fait des dissertes, etc., on s'est plus concentré sur quelque chose de très argumentatif, très discursif, moins méditatif, moins poétique, mais ça existe quand même. Donc, j'ai l'impression que c'est pas des univers si éloignés que ça. Et qu'en un sens, ce qu'on fait, par exemple, dans une pratique de nidra ou dans une pratique méditative, donc qui est au cœur du yoga, euh, c'est une certaine approche, mais une approche sensible et poétique de concepts philosophiques liés à la nature, à l'énergie, voilà, à la conscience, voilà, des choses qui sont des concepts philosophiques, mais sauf qu'au lieu de juste y réfléchir et argumenter, on va essayer de les ressentir. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est des choses qui sont de toute façon très très liées. Euh, Ensuite, dans l'histoire de la philosophie occidentale, donc pour revenir au début de ta question, il y a eu effectivement un grand intérêt de pas mal de penseurs occidentaux pour les philosophies indiennes à partir du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où il y a des traductions. En fait, jusque-là, il y avait la barrière de la langue, même s'il y a toujours eu énormément d'échanges, notamment par la route de la soie, qui amenait d'Occident vers la Chine, donc en passant par l'Inde. Où voilà, il y a des récits d'expédition déjà à l'époque d'Alexandre le Grand, où il va en Inde en emmenant des philosophes qui découvrent sur place les yogis. Donc ces échanges interculturels ont toujours existé, mais vraiment pour le corpus philosophique occidental, c'est à partir du 18e qu'il y a les premières traductions des Upanishads, du Veda ensuite, puis bon, de différents traités de yoga. Et donc, c'est à ce moment-là que, par exemple, en Europe, Schopenhauer, puis Nietzsche, ou bien aux États-Unis, Emerson et Thoreau, vont lire des traductions de ces traités philosophiques indiens et de ces livres sacrés indiens, et s'y intéresser et y voir soit une sorte de contrepoint aux dérives de l'Occident. Donc les auteurs que je viens de citer, c'est tous des auteurs du 19e siècle. C'est-à-dire on est vraiment au moment des révolutions industrielles, de l'essor du capitalisme, d'une modernité de plus en plus urbaine, de plus en plus colonialiste, militarisée. Donc il y a beaucoup de philosophes qui sont pas très à l'aise avec ce que devient la culture occidentale à ce moment-là. Et donc parfois justement les concepts indiens, la vision de la nature qu'il y a dans ces textes, la proximité avec le sacré, ou des pratiques comme le végétarisme, le respect de tout le vivant,
vont inspirer ces philosophes-là. Et ensuite, ça va continuer au XXe siècle à infuser dans la contre-culture, voilà, notamment dans la contre-culture américaine, hippie. Il y a encore cet usage des philosophies indiennes qui sous-tendent le yoga comme ressource contestataire, à la fois contre une modernité individualiste, capitaliste, et à la fois aussi contre une éducation chrétienne très répressive qui met le corps à distance, puisque justement dans ces philosophies associées à la pratique du yoga, il y a au contraire la découverte d'une spiritualité qui va intégrer et sublimer le corps. Donc en fait, c'est une histoire vraiment d'échange interculturel qui est, que je trouve en tout cas hyper passionnante. Voilà, notamment pour justement s'apercevoir que c'est pas des univers clos ou hermétiques et que on a encore beaucoup à apprendre de ces pensées-là pour continuer l'œuvre de décolonisation intérieure et peut-être, j'espère, extérieure, qui est toujours pas du tout terminée. Il y a un peu de travail, je suis d'accord. C'est j'espère que c'est en cours et qu'on n'est pas en train de replonger, là-dedans. Ça pose vraiment des questions aussi sur la ce qu'on appelle nous philosophie. Quand toi tu en parles, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur quelque chose, de si académique. Mais si, comme moi, on s'est arrêté en terminale pour la philo, après, quand on n'a pas poursuivi, finalement, on n'en a plus, enfin peut-être dans certains cursus, mais bon, si on s'oriente vers des choses plus scientifiques, ça n'existe plus. Ça a existé 1 an et Mmh. voilà, il y a plus rien. Hem, c'est quoi exactement la philosophie? Est-ce que c'est simplement, quelque chose qui est lié au mental, à la réflexion? Est-ce qu'on est en train de théoriser, en train de rédiger, en train de construire des modèles? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'incarner dans le quotidien? Bah, en tout cas, moi, je vis pas ça comme quelque chose de purement théorique. Et d'ailleurs, ce que j'explique tout le temps à mes élèves, c'est que en fait, la philosophie, c'est une pratique. D'ailleurs, ce qu'on enseigne en terminale, alors il y a des profs qui sont très attachés à faire un enseignement d'histoire de la philosophie, et donc on va apprendre que Platon a dit que, Aristote a dit que, Descartes a dit que. Mais en fait, dans tous les textes officiels qui encadrent l'enseignement de la philo en terminale, c'est vraiment écrit que on ne doit pas enseigner la philosophie ou l'histoire de la philosophie, mais enseigner à philosopher. C'est-à-dire vraiment à pratiquer, à avoir une pratique de la pensée qui soit philosophique, c'est-à-dire fondée sur le questionnement, la remise en question, le doute, le dialogue, la recherche d'une vérité par le dialogue entre des positions contraires. Et donc, en fait, tout ça, ça fait que en tout cas, quand on y prend goût, c'est pas juste intellectuel. C'est quelque chose, au contraire, qu'on vit émotionnellement. Par exemple, moi, il y a vraiment des idées qui m'émeuvent ou qui me rendent triste ou qui me donnent envie de vomir. Euh, donc, il y a vraiment un côté émotionnel et physique quand quand on aime les idées et qu'on aime les questions. Et donc ça, forcément, ça infuse aussi un mode de vie. Donc, ce qui est à double tranchant, c'est que ça peut infuser euh, à la fois dans le sens où ça donne une espèce de d'habitude d'être un peu en permanence dans le questionnement, le doute. euh, et je pense qu'à la fois c'est précieux et à la fois des fois, même Hume par exemple, qui est un philosophe écossais du XVIIIe siècle, donc de l'époque des Lumières, il dit bon, bah, être philosophe, genre 4 heures par jour, c'est bien, mais après, faut arrêter, redevenir un humain et boire du whisky avec ses amis en jouant au billard ou au trick-track, c'est un jeu de cartes, je crois, de l'époque. Voilà, donc là aussi, il y a l'idée qu'il faut relativiser ça et circonscrire ça. Mais c'est vraiment un rapport au monde. Et ensuite, ça peut aussi inspirer des manières de vivre, euh, une tentative de vivre en accord avec certains idéaux, avec certaines valeurs. Alors, il n'y a pas besoin forcément d'être philosophe pour tenter ça, mais en tout cas, c'est ça, dès l'Antiquité, la recherche de la philosophie. Le terme sophia, en philosophie,
Ça désigne à la fois le savoir et la sagesse. Donc il y a l'idée que c'est pas juste une prise de tête pour la prise de tête, mais ce qu'on recherche, c'est un savoir qui éclaire, qui permette d'avoir une vie voilà, plus libre, plus sage, plus harmonieuse. Euh, donc, C'est intéressant ce que tu dis sur, l'étymologie parce que Veda aussi, c'est la connaissance donc on est sur exactement la même recherche. Donc est-ce que c'est des voies qui sont, différentes mais qui finalement convergent vers une même source? oui, bah, pour moi, c'est vraiment la même impulsion de quête d'une vie plus libre, plus cohérente, voilà, plus lumineuse ou plus éclairée. Après, c'est vrai qu'au cours de l'histoire, les méthodes, par exemple, dans l'histoire de la philosophie occidentale, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu beaucoup, ça s'est beaucoup allié avec la science, puis avec la lutte contre la religion, la lutte contre l'obscurantisme, alors que dans l'histoire indienne, il y a beaucoup moins eu cette rupture avec la religiosité ou la spiritualité. Donc ça, de fait, il y a une sorte de bifurcation. Mais il semble que justement, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'histoire de la philo occidentale, c'est que notamment avec la prise de conscience écologiste, il y a de plus en plus de philosophes qui constatent que finalement, on a besoin d'une forme de spiritualité ou d'une forme de sentiment d'unité avec le vivant, sentiment d'unité avec le tout. Et donc, il y a un petit peu ce retour, sans revenir à quelque chose de superstitieux ou obscurantiste, mais vers des philosophies qui admettent une dimension spirituelle. Donc, en ce sens, j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment les passerelles, elles sont très fertiles aujourd'hui. D'accord. Et enfin, moi, je suis assez convaincue de ça. Je pense qu'en plus, comme tu le disais tout à l'heure, toute la partie qui est plus axée sur la connaissance, même si on va pas jusqu'au jnana yoga, mais ne serait-ce que d'utiliser, des textes, leurs commentaires, les enseignements d'un maître pour les plus chanceux ou malchanceux, je sais pas en fait. Mais, voilà, d'avoir ce support, finalement, on rentre tout de suite dans quelque chose qui peut voilà, qui peut être proche de la philosophie, même, telle qu'on l'appréhende à un petit niveau, on va dire. C'est-à-dire Oui, un une doctrine ou quelque chose qu'on prend, comme ça? bah oui, et puis en fait, enfin moi, ce que je trouve précieux dans la démarche philosophique, c'est justement cette liberté de questionner, de réfléchir, de s'approprier ou pas, d'essayer de comprendre ce qu'on vit, etc. Euh, et ça, par exemple, moi, dans ma formation, j'ai beaucoup manqué de ce genre d'espace. Donc l'année dernière, j'avais ouvert un espace comme ça, puisque j'en avais pas trouvé, dans une école de yoga, où une fois par mois, je faisais des ateliers de philosophie du yoga. Donc à chaque fois, on prenait un thème, donc soit un mot, par exemple conscience ou énergie mentale, ou bien une question. Voilà, est-ce que le détachement du yogi empêche l'engagement politique, ou voilà, est-ce que le yoga est patriarcal, des choses comme ça. Et à chaque fois, donc, j'apportais des textes, des extraits des Yoga Sutras ou des extraits de traités de yoga, la Hatha Yoga Pradipika ou le Vijnana Bhairava Tantra, voilà, différentes sources antiques, médiévales, et aussi des textes contemporains, et avec l'idée que d'ouvrir un espace vraiment philosophique, c'est-à-dire d'un espace de dialogue, éventuellement de désaccord, de contradiction. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir justement comment finalement chaque pratiquant et pratiquante de yoga va pas du tout comprendre les choses de la même façon, ça va pas résonner pareil, et que justement pouvoir en discuter et pouvoir oui, mettre en dialogue comment l'un et l'autre comprennent tel ou tel terme, à quel mot sanskrit ça se réfère, comment ça éclaire ma pratique et toi la tienne différemment. Voilà, c'est ça qui fait aussi la vie de la philosophie et je crois à la vie de la pratique du yoga si on ne veut pas juste se figer dans une doctrine et une répétition. Peut-être que le problème, en fait, c'est pas, le fait d'être trop dans le mental, c'est le fait d'avoir besoin de réponses définitives.
Parce que dans ce que tu dis, en fait, tu te nourris d'un échange, mais tu es pas là pour, faire l'arbitre. Tu es pas là pour dire machin a raison et truc a tort. Tu es juste là pour essayer de confronter, d'écouter, de faire avancer, de nourrir ta réflexion. Oui, et c'est un peu comme dans les cours de philo au lycée. C'est-à-dire, en fait, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû un peu découvrir par moi-même, c'est qu'en fait, il y a pas du tout une, théorie du yoga. Par exemple, si on prend l'exemple des chakras, souvent, il y a beaucoup d'enseignants qui, nous recrachent une espèce de digest, donc il y aurait, 7 chakras, ils seraient associés à telle et telle, couleur, à tel et tel, bija mantra et cetera et en fait, quand on regarde dans les textes, selon les lignées, des fois, il y en a 7, des fois, il y en a 6, des fois, il y en a 12, des fois, il y en a 100. Il n'y a pas du tout les mêmes représentations graphiques qui leur sont associées, ni les mêmes bidjas, ni exactement les mêmes localisations. Et en fait, au cours de l'histoire, en Inde, il y a eu énormément de débats et de désaccords autour de ces cartographies du corps subtil, par exemple, des chakras, ou en fait autour de toutes les questions. Est-ce qu'on est complètement conditionné ou est-ce qu'on a une forme de libre arbitre? Est-ce que l'esprit et le corps sont deux entités différentes à unifier ou est-ce que c'est une seule et même chose avec deux noms? Et en réalité, c'est pour ça aussi que moi, dans mes ateliers, je donne pas une réponse, c'est que la variété de corpus de textes indiens de yoga, bah, c'est comme quand on dit, comme quand on présente plusieurs théories philosophiques occidentales à des élèves. En fait, il y a plein de théories différentes et il y a plein de débats et de désaccords. Donc, un enseignant qui dit, voilà, c'est ça la vérité, en fait, c'est soit de l'ignorance, soit de la malhonnêteté. Alors là, je te rejoins assez là-dessus. Espérons que ça soit, plus souvent de l'ignorance. Je pense que c'est, pardonnable. Moi, j'ai l'impression quand même que tout ça, tout ce qu'on va, cartographier, ce qu'on appelle corps subtil, on est quand même sur des outils plus que sur des, vérités. Peut-être que moi, je vois ça en tout cas, comme des moyens d'accès à une vérité. Donc à la limite que le truc, tu le visualises de telle manière ou de telle autre. D'ailleurs, si les sources sont contradictoires, c'est peut-être pas pour rien. Ce qui compte, c'est peut-être pas la précision, la couleur, le truc, mais l'effort qu'on a fait. En fait, ce qui compte, c'est ce qu'on a fait nous, c'est pas forcément le support. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est vrai que là aussi, peut-être que dans les transmissions que j'ai reçues, cet aspect-là était pas très clair et que donc j'ai vraiment dû lutter pour comprendre ça. Mais effectivement, j'ai l'impression que parfois, on va présenter ces concepts comme des faits, comme des réalités qui existeraient. Voilà, les chakras, ça existe, les nadis, ça existe, ils sont ici et là, ils ont telle forme, etc. Alors que, comme tu le dis, en fait, c'est pas des réalités qui existent, c'est des concepts qui sont des outils. Et donc finalement, la question de est-ce que c'est vrai ou faux, que je me suis posée pendant longtemps, mais notamment parce qu'on présentait ça comme des vérités auxquelles je devrais croire, finalement, c'est pas la bonne question. La question, c'est plutôt est-ce que cet outil marche pour moi ou pas? On va pas se demander si un marteau, il est vrai ou faux. On va se demander est-ce que il peut planter des clous? Oui, il peut planter des clous. Par contre, est-ce qu'il peut arracher une mauvaise herbe? Non, il peut pas. Donc, il y a vraiment ce truc de, OK, ce sont des outils qui servent à quelque chose. Ils sont pas vrais. Il n'y a pas besoin de les croire, mais juste de les utiliser si pour nous ils sont utilisables. Et là, effectivement, ça enlève toute la charge un peu dogmatique de l'enseignement. Et ça me paraît plus cohérent, en fait. Oui, je trouve aussi, ce truc de devoir, croire d'une certaine manière. La foi ne se fabrique pas. Moi, je suis assez sûre de ça. On peut pas se forcer à croire dans quelque chose. Donc si on arrive en te disant: «Voilà, le système énergétique, il est comme ça, faut absolument que tu adhères», ça peut coincer un peu. Alors peut-être le présenter comme un modèle en disant, «Faisons une expérience ensemble et voyons ce qui se passe». Je pense que c'est, voilà, ça bloque, ça heurte, moins. Peut-être qu'il y a d'autres manières de transmettre et je pense que traditionnellement, si on se replace dans les contextes, voilà, en Inde et tout, c'est différent. Peut-être qu'il y a une adhésion différente. Simplement le rapport à, ce qui est tangible, intangible est différent. Entre l'histoire et le mythe, on sait qu'il y a moins de frontières en Inde, alors que nous, on a tendance à tout catégoriser. Peut-être que
le «problème» entre guillemets, vient de ça, en fait. C'est que nous, occidentaux, on a, une manière de fonctionner qui n'est, pas très adaptée à la transmission du yoga, finalement. Oui, mais je pense que cette différence, elle joue dans plusieurs sens. C'est-à-dire, bon, il y a à la fois le fait que, par exemple, effectivement, nous, on a un type d'éducation et de formation qui fait qu'on va généralement plus mal supporter l'autorité d'un maître, qu'on va plus avoir tendance à questionner, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi autre chose qui est que on est hyper littéraux. En fait, il me semble que dans le contexte indien, c'est assez évident. En fait, la pensée symbolique, ça va de soi. Ça va de soi que dans les textes sont allégoriques, sont symboliques. C'est la même chose. J'avais discuté, alors c'était pas au sujet du yoga, mais c'était avec une spécialiste de la Bible qui a beaucoup travaillé sur les évangiles qui est très chrétienne, etc., mais qui me disait, en fait, à l'époque de l'écriture de la Bible, c'était évident que quand on prenait la peine de mettre quelque chose par écrit, en fait, ce qu'on écrivait, c'était du symbole, c'était allégorique. Et que donc, dans ce contexte-là, quand on écrit Marie est vierge, tout le monde savait que ça ne veut pas dire elle est physiquement vierge. C'est symbolique, c'est une métaphore de la pureté, voilà, enfin, ça signifie des choses. Et moi, il m'a semblé qu'il y avait un peu ce problème-là aussi vis-à-vis du yoga. C'est-à-dire, on a perdu la conscience de ce que c'est qu'un univers symbolique. Euh, on veut que tout soit littéral, enfin, on comprend tout au pied de la lettre ou de façon matérielle. On voit ça aussi, par exemple, autour des débats sur la filiation. On a beaucoup de mal, pour nous, souvent, la vraie filiation, c'est la filiation biologique. Alors que dans énormément de cultures, en fait, c'est la filiation spirituelle, ou voilà, qui est tes parents, c'est en fait qui t'a élevé, qui t'a éduqué, qui t'a aimé, et ce côté de qui est l'ovule et le spermatozoïde est moins important. Et donc, nous, on est très matérialistes et très littéraux, et j'ai l'impression qu'on fait la même chose avec les textes. C'est-à-dire, euh, corps subtil, énergie, chakra, nadi, etc. On voudrait que ça soit des réalités matérielles, concrètes. On interprète ça littéralement, alors qu'en fait, ce sont des outils et des symboles, c'est-à-dire des, des représentations, des signes, des images, des métaphores qui finalement nous parlent de toute autre chose. Et donc j'ai l'impression que voilà, retrouver cette pensée symbolique, au lieu de vouloir s'imaginer que c'est des concepts scientifiques vraiment dont la réalité matérielle est attestée, ça enlèverait plein de contresens. Je suis complètement d'accord avec ça, ouais, tous les problèmes, enfin les interprétations, on va dire, j'aime pas dire erronées, c'est pas le terme, mais qui vont ensuite avoir peut-être des conséquences négatives avec, des croyances, des mélanges, des confusions, une part, un petit peu malsaine aussi parfois. Tout ça, ça pourrait être évité si on cultivait notre imagination, parce que je pense que c'est aussi un problème d'imagination. On a du mal à rentrer dans ces ambiances. En fait, je crois que ce que beaucoup de textes veulent nous transmettre, c'est ça, c'est une ambiance, c'est aller nous toucher finalement et comme si par tous les moyens, on essayait de nous toucher, par des exemples, par, des évocations et nous, on prend ça, bêtement pour des réalités, pour de l'argent comptant, alors qu'en réalité, c'est juste censé nous agir sur nous. Ouais, ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, j'ai l'impression qu'une fois qu'on comprend ça, par exemple, enfin, moi, quelque chose qui, je sais que ça parle à certains pratiquants et pratiquantes, mais moi, par exemple, ça ne me parle pas. Les bouquins qui vont essayer de mettre en cohérence les concepts du yoga ou du corps subtil, par exemple, avec des concepts scientifiques. En disant, ah, bah, en fait, des chakras, c'est des fréquences hertziennes, ou bien c'est des plexus nerveux, ou c'est des glandes endocrines, etc. Bah, j'ai l'impression que là, en fait, on essaie de faire rentrer ou de superposer des choses qui, en fait, sont des univers de pensée différents, et que, au contraire, dire, ben non, en fait, c'est pas de la science, c'est de la poésie, c'est de l'imaginaire. Et finalement, la poésie et l'imaginaire, c'est, bon, pour moi, encore plus important que la science, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qui va
vraiment créer la qualité de notre rapport au monde, à ce moment-là, moi j'ai l'impression que là, on entre vraiment dans le mouvement du yoga et que c'est là aussi que ça devient une voie vers une possibilité de se désoccidentaliser un peu. Alors là, complètement d'accord. Moi, j'utilise souvent une image, avec mes élèves pour parler de ce que tu dis, cette réconciliation, avec des choses qui ont rien à voir, en fait, qui se superposent mal. C'est vraiment, tu as un puzzle, tu as une pièce qui rentre pas, tu vas la redécouper pour que ça rentre, mais il faudra que ça rentre d'une manière ou d'une autre. J'ai vraiment, ouais, cette sensation. Après, je pense qu'on peut faire des parallèles, enfin, il y a des choses on peut éclairer avec nos connaissances actuelles, certainement, mais aller refaire des théories, des suppositions, bon, c'est un peu artificiel finalement. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant de prendre les choses, avec ce recul, avec cette connaissance et avec la conscience de ce prisme qu'on a de notre esprit occidental. D'ailleurs, est-ce qu'avec notre esprit occidental, on est, apte à appréhender tous ces concepts? Est-ce qu'en tant que personne ayant évolué, dans un contexte culturel, très différent d'un Indien d'il y a 2000 ans, est-ce qu'on est encore en capacité d'entendre? Bah, j'ai l'impression que ça serait vraiment illusoire de s'imaginer qu'on entend de la même façon qu'un Indien d'il y a 2000 ans, ou qu'on peut devenir un Indien d'il y a 2000 ans. En revanche, un thème moi qui m'a toujours touchée, mais même bien avant de découvrir le yoga, c'est la traduction. Il y a par exemple un auteur indien qui est historien et philosophe qui est génial, qui s'appelle Dipesh Chakrabarty, qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle Provincialiser l'Europe, dans lequel il explique justement qu'il n'y a jamais de traduction exacte d'un univers de pensée dans un autre, mais que de toute façon, l'univers de pensée européen et indien, du fait de la colonisation, mais même avant, du fait de ces rencontres entre les cultures, à la fois par la pensée, le commerce, etc., de toute façon, ils sont un peu voilà, en échange, en communication, et que donc, euh, il dit qu'en fait, il y a toujours que l'idée de transparence est illusoire, mais qu'il peut y avoir une forme de translucidité. Et donc, par exemple, dans les ateliers que je faisais là sur les mots du yoga, euh, un point de départ de chaque atelier, c'est de dire, OK, en fait, quand un prof dit énergie, par exemple, de quel mot sanskrit c'est une tentative approximative de traduction. Bon, bah voilà, ça peut être prana ou ça peut être telle autre chose. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte? À quelles autres notions ça renvoie? Dans le cadre de quelle philosophie ça s'inscrit? Est-ce que c'est dans le Samkhya? Est-ce que c'est dans le Tantra, etc. Et donc, on va jamais réussir à faire table rase de toute notre expérience, nos connaissances, nos préjugés, notre conditionnement culturel. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Mais j'ai l'impression que dans le yoga, il y a justement la possibilité de se décentrer un peu, de cheminer vers autre chose, tout en sachant que ça sera jamais transparent, ça se superposera jamais, mais que en tout cas, et moi ce cheminement, je le trouve d'autant plus intéressant que il me semble que voilà, on est quand même dans une époque qui est assez malade, qui est en train de tout détruire. On voit bien que notre modèle civilisationnel, social, économique, il est archi foireux. Et donc, il me semble que quand même dans le fait de cheminer vers d'autres formes de pensée qui peuvent nous déplacer, nous inspirer, nous permettre de comprendre ou même sentir différemment notre place dans le cosmos, notre place dans la nature, l'importance de différentes valeurs. Là encore, sans s'imaginer qu'on va devenir un Indien de l'Antiquité, mais se dire, OK, on peut tendre vers quelque chose. Enfin, l'idée de mouvement, elle est au cœur du yoga. Et je crois que, voilà, dans ce mouvement-là, sachant que ça ne s'arrêtera jamais sur une position parfaite, mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à la fois personnellement et collectivement. C'est une super idée ce que tu dis de définir les termes, puisque les termes sanscrits sont absolument intraduisibles. Comme tu le disais, yoga est polysémique avec des sens qui, sont opposés presque. Ouais, il y a des difficultés. C'est marrant, j'ai fait la même chose que toi avec le terme énergie.
en interdisant cet usage dans les cours puisque c'est trop facile dès que tu poses une question de répondre: «Oui, mais c'est l'énergie, l'énergie». Je trouve que c'est intéressant d'aller creuser au fond des ressentis en disant: «Quand tu me parles d'énergie, qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Quelle est la sensation derrière? Quelle est l'émotion? Est-ce que ça touche le physique, le mental, l'émotionnel?» Enfin voilà, d'aller chercher ce que ces mots veulent dire aussi, dans les textes et pour nous aujourd'hui. Oui, bah, c'est vrai que, par exemple, énergie, bon, moi, c'est un des mots qui m'ont le plus, fait tourner en bourrique, pendant mes premières années de yoga. Et effectivement, souvent, c'est une sorte de facilité de langage où des fois, on veut dire, l'ambiance ou le tonus musculaire ou l'atmosphère ou la vitalité, heu, en fait, plein de choses qui n'ont strictement aucun rapport, voilà, ou les émotions. Et donc déjà, en fait, être précis sur le lexique en français, je trouve que c'est important parce que on sait bien que les mots qu'on utilise, ils façonnent nos perceptions. Et donc, si on parle en gros, on perçoit en gros. Il me semble que dans le yoga, on cherche à affiner les perceptions et ça passe beaucoup par un travail du langage. On voit ça par exemple en œnologie. Au début, on goûte un vin, on est là, c'est bon ou c'est pas bon. Et puis quand on apprend du vocabulaire, en fait, on va varier et multiplier les nuances gustatives qu'on est capable de percevoir. Donc déjà, en français, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est vachement important, surtout quand on enseigne, de savoir bah, en fait, quel est le mot exact à utiliser. On va beaucoup plus faire passer quelque chose pour les élèves de précis. Si on essaie d'être précis sur les alignements posturaux, par exemple, je crois que c'est aussi super important d'être précis sur les mots, puisque c'est eux aussi qui vont créer quelque chose chez l'élève. Et voilà, cette question aussi ben, dans le sanskrit, en fait, c'est quoi les différents mots qui peuvent être traduits. Il y a des mots pour lesquels c'est hyper intéressant de faire ça. Par exemple, ego, bah, c'est des sortes de tentatives de traduction de Ahamkara, qui est un concept du Samkhya, ou de Asmita, qui est un concept des Yoga Sutras, qui veulent déjà pas du tout dire la même chose, qui n'ont pas du tout les mêmes connotations, les mêmes résonances un peu moralisatrices que ego en français. Et si on reste bloqué sur le sens un peu simpliste du mot en français, à mon avis, on se prive d'une partie de la transformation possible. Complètement, d'autant plus qu'on met notre charge culturelle. Par exemple, Atman, maintenant plus personne le fait, mais c'était âme dans beaucoup d'anciens textes. Âme, c'est un peu chargé quand même. Enfin, c'est quelque chose qui fait plus écho à nos traditions. Je suis pas sûre que ça soit, enfin, je pense qu'il faudrait presque réinventer un vocabulaire qui est pas teinté, par notre culture et notre religion, enfin, je dis notre religion, même, n'étant pas chrétienne, je baigne dans voilà, dans une culture chrétienne, inévitablement vivant en France. Donc oui, il y a tous ces mots après peut-être à repenser, à décontextualiser, sinon ça évoque des choses, ça nous touche d'une manière. Peut-être que ces mots sont pas faits pour nous toucher de cette manière-là. Oui, après, ce qui est compliqué, c'est que bah, on va forcément s'adresser aux élèves en français, à moins de choisir d'utiliser tel ou tel terme sanskrit pour dire telle ou telle chose, ce qui est possible aussi. Mais voilà, moi, c'est notamment pour ça que je faisais ces ateliers de philosophie du yoga, pour qu'il y ait, parce que pendant la durée d'un cours de pratique posturale, c'est pas forcément le moment où il n'y a pas forcément le temps ou la possibilité ou la pertinence de, de ces moments de définition. Euh, du coup, voilà, d'où l'idée d'assortir ça avec des moments plus théoriques, philosophiques, où là, on va vraiment éclairer, ok, en fait, quand on dit tel mot, ça ne veut pas dire le sens habituel du mot en français. Mais voilà, c'est pas évident. En fait, c'est comme dans toute recherche d'un langage qui soit pas le langage dominant. Dans la pensée féministe et dans la littérature féministe, il y a une problématique un peu apparentée, qui est qu'à partir du moment où on prend conscience de à quel point le sexisme est imprimé dans notre langue, voilà, avec le masculin qui l'emporte, le mot homme qui veut dire à la fois homme et homme, beaucoup de mots masculins qui deviennent des injures quand on les met au féminin, voilà, chien, chienne, homme public, femme publique, etc., etc. Bah, quand on prend conscience de cela et qu'on s'aperçoit que la langue elle-même, elle est polluée par des biais patriarcaux,
La question, c'est est-ce qu'on invente une langue complètement différente, mais à ce moment-là, personne ne comprend. Voilà, comment on va tordre la langue et tordre la syntaxe et, pour réussir à exprimer autre chose. Donc voilà, ça devient une voie littéraire et poétique super passionnante. Je rebondis et je prends un petit virage. Je saisis l'opportunité puisque tu parles de féminisme. Moi, à l'origine, je t'ai connue parce que j'avais lu tes ouvrages sur l'écoféminisme et après j'ai lu Yoga Shalala, enfin que tu as écrit après. Alors moi, je me pose de vraies questions sur yoga et écoféminisme parce que je trouve que le yoga a un côté non écoféministe dans le sens où c'est une pratique, bon, si on prend les textes, tout est au masculin. Enfin, quand on nous explique comment plier nos testicules, c'est clairement pas, pour, les femmes. Et puis, il y a un côté, aller contre sa nature aussi en disant: «La nature, c'est quelque chose qui est fait pour être dépassé». Donc il y a enfin moi, je trouve qu'on est loin de l'écoféminisme et en même temps, dans le yoga tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, on essaye de prôner des valeurs, de respect, enfin, de respect du vivant, de respect, de soi aussi, de connaissance, de soi et du monde dans lequel on évolue. Il y a l'accent qui est mis sur cette interaction entre soi et le monde. Heu, Toi, qu'est-ce que tu en penses, en fait? Est-ce que le yoga est écoféministe? Pourquoi? Pourquoi pas? Je pense qu'il ne l'est pas du tout automatiquement, mais que à l'intérieur de l'univers du yoga, il y a plein de tendances contradictoires. Et du coup, il y a plein de potentialités contradictoires. C'est vrai que si on s'inscrit vraiment dans la lignée classique, ascétique, c'est un yoga masculin, réservé aux hommes, avec effectivement l'idéal de transcender la nature, réussir à contrôler tout ce qui relève de l'animalité en nous. Donc voilà, se priver de manger, même sommeil, même de respirer. Le nec plus ultra, c'est de réussir à ne plus respirer. Donc là, c'est vraiment abolir ce qui fait de nous des organismes vivants. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance-là. Il y a des tendances aussi très binaires qui peuvent être transmises sur voilà, moi je me suis aussi beaucoup énervée quand les profs guidaient Nadi Shodhana en disant inspirer côté gauche, lunaire, féminin, réceptif, expirer côté droit, masculin, solaire, actif. Et puis après, je me suis aperçue que en fait, c'était complètement une connerie, puisque dans la symbolique de Shiva et Shakti, par exemple, ou de Purusha et Prakriti, et ben en fait, le pôle masculin, il est passif, réceptif, immobile, et le pôle féminin, il est actif, énergie, mouvement, etc. Donc, voilà. Mais c'est justement souvent ces contradictions-là qui permettent, je trouve, de trouver comment on va cheminer d'une façon qui nous convienne. Euh, Par exemple, ça rejoint un peu ce que dit Camille Test dans Politiser le bien-être. Euh, Il y a clairement des tendances contre la nature, contre ce qui est associé au féminin, euh, dans les philosophies du yoga et puis dans le business du yoga. Mais il y a aussi des ressources pour un yoga féministe et un yoga écologiste. Par exemple, justement, dans cette image de la Shakti comme un symbole d'une féminité puissante, créative, active, indépendante, ou encore dans toutes ces figures de dieux androgynes. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout dans une sorte de binarité masculin-féminin, ou concernant la nature. Donc ça serait plutôt dans les voies tantriques que dans les voies classiques, euh, ou dans les Upanishads aussi, ce jeu d'écho entre le microcosme et le macrocosme, voilà, tout ce qui va insister sur notre pleine appartenance au cosmos et à la nature. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait ce sont des choix et qui sont carrément des choix politiques de se dire, en fait, quel yoga je veux pratiquer et quel yoga je veux transmettre. Est-ce que je veux transmettre un yoga réactionnaire, bon, je caricature, patriarcal, binaire, du contrôle, etc. Ou bien, est-ce que je veux transmettre, et là, il y a vraiment moyen de s'appuyer sur, notamment sur le corpus du shivaïsme du Cachemire,
donc qui est une lignée de yoga tantrique, voilà, qui en tout cas moi, ce qui me touche le plus, euh, dans laquelle, à la fois sur les questions du rapport à la nature, du rapport aux émotions, à la sensibilité, aux femmes, me semble vachement plus porteur si on a envie de politiser le bien-être, comme dit Camille Test, ou de transmettre un yoga qui va voilà, nous resubjectiver et pas faire de nous des corps-objets parfaits, nous remettre en conscience de notre appartenance à la nature et aussi nous faire aller vers des pratiques de respect du vivant, par la transformation de notre alimentation, de nos modes de vie, etc. Et Effectivement, c'est un choix. C'est et pas ce que dit le yoga. Voilà, le yoga, ça n'existe pas. ouais, excuse-moi. Ce que dit, Camille et ce que disent, bah, beaucoup de personnes qui ont écrit sur, tout ce qui est yoga, et politique, c'est que de toute façon, on ne peut pas s'empêcher de politiser. Enfin, chaque acte a forcément un écho politique, dans sa cause et dans sa conséquence, donc c'est difficile de s'extraire. Enfin, il faudrait peut-être définir plus largement ce qu'est, politique enfin voilà, peut-être repartir d'une définition des termes, mais effectivement, je pense que chaque acte est politique et ce qu'on choisit de transmettre, et de pratiquer l'est forcément. Moi, j'ai l'impression que, il y a beaucoup de yoga, enfin, j'aime pas parler de yoga au pluriel, mais beaucoup de manières de transmettre le yoga actuellement qui ne sont pas, forcément ancrées sur un yoga patriarcal ou féministe, mais c'est nous qui allons le teinter aussi, parce que les textes finalement disent pas grand-chose. Bon, il y a quelques textes, enfin qui parlent, on sent que c'est des descriptions qui sont faites pour les hommes, mais au-delà de ça, il y a pas forcément de stigmatisation, de la femme. Il y a pas, tous les textes sont pas misogynes. Il y en a beaucoup qui sont très, neutres finalement, qui peuvent s'appliquer. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention, nous aussi, à notre manière d'interpréter. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que quand je dis politique, c'est vraiment au sens très large du terme, lié aussi à quelle valeur on transmet. Euh, et effectivement, ce que dit Camille Test ou Zineb Fassi aussi dans Yoga, le nouvel esprit du capitalisme, c'est que croire que les espaces de yoga sont des espaces apolitiques, c'est finalement une forme de déni du fait qu'on est inscrit dans un certain système et que quand on n'est pas clairement conscient de la dimension sociale, politique, économique de ce qu'on transmet, en fait, on fait que par défaut reproduire l'idéologie dominante. Donc, je réponds complètement à côté de ta question. C'est pas grave, il y avait pas de enfin, c'était pas vraiment une question à la limite, mais c'est bien, que tu reprécises, voilà ce que signifie politique, ça veut pas dire engagé, ça veut pas dire militant, ça veut pas dire, je me fais l'étendard d'un parti ou d'un autre quand j'enseigne le yoga. C'est simplement par mes actions, par je sais pas moi, le lieu que je choisis pour enseigner, la manière dont je choisis, mes élèves, quel est le prix que je mets pour mes cours et quel vocabulaire j'utilise quand j'enseigne. Tout ça finalement, ça donne une dimension, une orientation, bah, qui est politique à mes cours et inévitablement. Oui, exactement. Donc yoga, écoféminisme, c'est un petit peu réconciliable quand même. Bah, complètement. En fait, non seulement réconciliable, mais il y a, enfin, là encore, dans une certaine interprétation du yoga, il y a clairement des affinités. Là encore, c'est plutôt du côté du yoga tantrique. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, un truc qui enfin, moi, j'avais eu cette intuition à un moment, en découvrant les traités tantriques, ou voilà, notamment des textes du shivaïsme du Cachemire, à une période où je lisais aussi énormément de textes écoféministes et où j'avais l'impression qu'on retrouvait vraiment une même idée de la déesse, une même idée de l'univers comme flux, comme circulation, une même insistance sur la connexion, la sensibilité. Et cette intuition, elle s'est confirmée
en lisant, un bouquin d'André von Lisbeth qui s'appelle, Tantra, le culte de la féminité. Bon, il y a plein de choses, avec lesquelles je suis pas vraiment d'accord. Enfin, bon, c'est une image assez, on va dire, de gentil macho, des femmes et de la féminité. Mais en tout cas, il y a tout un chapitre où il n'arrête pas de citer Starhawk, qui est l'une des papesses de l'écoféminisme, donc elle se définit comme sorcière néo-païenne, et elle est aussi très militante. Elle a organisé pas mal de blocus sur des centrales nucléaires ou des grands sommets internationaux, où elle fait des formations de permaculture, mais elle organise aussi beaucoup de rituels, etc. Et André von Lisbeth la cite, et il finit par dire aucun tantrika ne bifferait un seul mot de ce qu'écrit Starhawk. Donc il y a vraiment cette... voilà, c'est pas juste un délire personnel. Euh, il peut y avoir cette recherche commune. C'est étonnant, oui, je me disais, ça m'étonnait que tu cites ce livre d'André Van Lisbeth que, en tout cas, quand on commence, on se dit: «Ouh là, je ne sais pas si je vais le finir». Moi aussi, ça m'a heurtée quand même. J'avais l'impression de lire un bouquin, un peu daté. Bon, c'est le cas, hein, Ouais. mais voilà. Bon, ça correspond pas toujours aux idées d'aujourd'hui, mais bon, effectivement, voilà, il y a un bon rattrapage. Donc voilà, le yoga finalement, c'est aussi, enfin dans la transmission, ce qu'on en fait, la manière d'utiliser les mots. Tout à l'heure, on disait, redéfinir, la carte, on va dire des chakras, tout ça, voir plutôt ce que ça évoque, plutôt que d'essayer de les localiser dans le corps physique. On est dans la même chose quand on utilise des mots, ils vont bien au-delà du sens premier. Ils évoquent des choses, même des mots synonymes, ils vont avoir des sonorités, voilà, des choses ça va véhiculer des choses un petit peu différentes et ça, je pense qu'il faut y faire attention. Mmh. Juste pour revenir sur le bouquin d'André von Lisbeth, qui est effectivement très daté, il y a eu un truc assez marrant l'année dernière, justement, pendant un des ateliers de philo du yoga, qui était celui sur est-ce que le yoga est patriarcal. Enfin, je ne sais plus le titre exact que j'avais donné à l'atelier, mais bon, c'était autour de ces questions yoga, patriarcat, féministe, etc. Et dans le corpus, j'avais mis un assez long extrait de ce livre, Tantra, le culte de la féminité, qui était une espèce de description à la fois hyper élogieuse et hyper objectivante et aliénante de la femme, la féminité, etc. Euh, et alors, petit détail, c'est le seul atelier de toute l'année où aucun homme n'est venu. Je ne sais pas si c'est un hasard. Après, ils ont tous dit oui, en fait, j'avais piscine, j'avais mes enfants ce week-end, etc. Mais bon, de fait. Et donc, pendant l'atelier, toutes les femmes qui étaient là, en lisant ce texte, alors il y a le premier effet qui se coule, on a l'impression que c'est vachement beau, cette image de la femme divine, précieuse. Et puis en fait, deuxième effet qui se coule immédiat quand on est une femme qui lit ça, ouah, c'est un piège. En fait, c'est vraiment, c'est une manière de, voilà, d'objectiver et de couvrir d'injonctions impossibles à tenir les femmes perçues, voilà, d'un regard masculin. Et ensuite, j'ai réutilisé ce texte dans un autre atelier où il y avait des hommes, et en fait, ils étaient là, oh, mais c'est trop beau, ah, c'est vachement féministe, waouh, quelle belle image des femmes. Et donc là aussi, en fait, je me suis aperçue que selon notre condition, euh, on ne va pas avoir la même perception de là où se situent les pièges. Donc je pense qu'il y a aussi des enseignants qui croient bien faire en véhiculant telle ou telle image, tel ou tel discours, simplement parce que n'étant pas à une certaine classe sociale, on ne peut pas ressentir ce que ça nous fait de l'extérieur. D'où là encore l'importance, à mon avis, de la communauté d'enseignants, en fait, et de la communauté de professionnels qui peuvent amener des points de vigilance, les uns sur l'anatomie, les autres sur le côté psychologique, peut-être certains sur le côté politique ou féministe, etc. C'est vrai que la question se pose, l'essentialisation de la femme, c'est quand même quelque chose qui est très présent, dans le yoga et qui est pas forcément mal vu d'ailleurs. Enfin, tout le monde,
enfin voilà, il y a différentes sensibilités dans le féminisme. Tout le monde n'est pas, au courant de ce qui s'y dit d'ailleurs, hein, tout le monde n'est pas sensibilisé. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que dans les enseignants de profs, j'ai eu que des hommes. Ouais, il y a beaucoup d'hommes. Enfin, autant, il y a 75 des pratiquants qui sont des pratiquantes Mmh mh. et par contre dans les enseignants, j'ai pas du tout les stats, mais moi j'ai l'impression, qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Bah, en fait, on retrouve un peu la même, pyramide, genrée que dans tous les autres, domaines de la société. Enfin, si on prend l'enseignement, l'éducation nationale quoi, bah, maternelle, primaire, c'est que des femmes. Quand on monte un petit peu au collège, il y a encore plus de femmes et il commence à y avoir un peu d'hommes. Lycée, ça s'équilibre et puis à l'université, surtout chez les voilà, professeurs ou directeurs de département, il y a quasiment que des hommes. Idem dans les entreprises, et cetera. Donc le yoga n'échappe pas à cette structuration-là. Heu, voilà, il fait partie de la société, d'où le fait qu'il est politique même quand il n'en a pas conscience. Je suis assez d'accord avec ça et bon, après il y a aussi beaucoup de prise de conscience chez les hommes qui transmettent. En tout cas, voilà, c'est quand même une sensibilité qui commence à se faire. Il y a 10, 15 ans, c'était pas forcément vrai. Il y avait pas les mêmes discours, c'était, voilà, peut-être plus en lien avec la pensée de von Lisbeth, par exemple. Mmh mh. Mais bon, je pense qu'on est, plutôt en train d'évoluer. Bah, écoute, merci d'avoir répondu à autant de questions un peu pièges, un peu, voilà, inconfortables parfois. J'en profite, voilà, de t'avoir pour te poser ces questions-là. Bah, Hem, merci à toi. est-ce que toi, tu as d'autres projets, d'enseignement ou projets littéraires en cours, si c'est pas top secret? Parce que parfois c'est le cas quand même. Alors, hem bon, de toute façon, je continue à enseigner, voilà, la philo au lycée. Sur, les mots du yoga, donc j'ai arrêté de le faire, en en live quoi, enfin en direct dans une école de yoga, mais je devrais enregistrer un cycle, sur ce thème-là pour, une plateforme qui s'appelle Raconte-moi le yoga, lancée par, Anne-Laure Gonnet et Clémentine Herpicom, je ne sais pas comment ça se prononce, enfin celle qui a écrit Chien tête en bas. Donc ça sera un cycle de 7 ou 8 épisodes où à chaque fois je choisis un mot et en faisant ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de voir à quoi ça renvoie, quels mots s'inscrits, une sorte de philosophie comparée, quoi, entre ce que nous on entend avec notre oreille française et ce que ça veut dire dans le contexte indien, etc. Donc ça, je pense que ça sera au printemps. Il y a aussi, mais rien n'est sûr pour l'instant, mais peut-être un projet d'adaptation de Yoga Shalala, un peu mélangé aussi avec mes livres précédents sous forme de série animée. Donc rien de sûr encore, mais voilà, c'est en désir et en projet avec Aurore Chapon, donc la dessinatrice avec qui je travaille, et puis d'autres personnes. Et sinon, j'aimerais bien écrire un prochain livre sans Aurore, donc la dessinatrice qui est ma binôme depuis quelques années, mais là j'aimerais bien me refrotter à un projet solitaire sur la question de l'héritage du colonialisme dans la France d'aujourd'hui et de comment il y a à la fois, enfin, comment la mémoire et l'amnésie du colonialisme nourrissent la montée de l'extrême droite. Comment, en fait, moi, je travaille dans les quartiers nord de Marseille, donc je suis voilà toute ma journée que avec des élèves racisés qui sont voilà descendants de l'immigration. Euh, Moi-même, j'ai une famille qui est liée à l'histoire coloniale, voilà, à la fois du côté maternel et paternel. J'ai été beaucoup déçue de voir que il y a une multiplication d'écrits sur le féminisme, de podcasts féministes, mais on a l'impression qu'il n'y a que les femmes que ça intéresse. Et j'ai pas envie de faire la même chose en tant que blanche, c'est-à-dire de laisser les personnes racisées déconstruire le racisme, déconstruire le colonialisme et de ne pas écouter cette parole et voir comment y contribuer. Euh, voilà, ça m'a beaucoup frappé dans un livre de Léonora Miano qui s'appelle L'opposé de la blancheur,
où elle dit: «Ça fait des décennies que les descendants de colonisés, écrivent là-dessus, déconstruisent cette période et en fait, en face, il y a rien. Les blancs se taisent, un peu de la même façon que des fois, on a l'impression que pour le féminisme, les peu d'hommes répondent». Donc voilà, il y aurait l'idée de je sais pas encore exactement quoi, si ça serait de la philo, un roman, en écho avec les paroles de mes élèves, autour de cette question du multiculturalisme et des trous dans notre mémoire collective et de comment on retisse ça pour vivre ensemble mieux. Bah, là, c'est une belle manière de remettre, la philosophie au service de quelque chose de très concret, de très actuel. Ouais, même si on connaît pas encore la forme, c'est vrai que, ça paraît assez prometteur, donc pas en version bande dessinée, ça serait quelque chose de Non, là, je pense qu'il faut que je reprenne un petit peu d'autonomie, mais j'espère bien retravailler d'autres fois avec Aurore, mais voilà. mais moi aussi parce que j'aime bien vos livres, je trouve que c'est très, non mais c'est vrai, c'est dense, c'est complet, il y a un côté, c'est très prenant. Moi, Yoga Shalala, quand je l'ai reçu, je me suis dit: «Oh, c'est un sacré, pavé», je l'ai lu dans la soirée, enfin j'ai Ah voilà. waouh! Non, mais c'est vraiment ça, Ouais. voilà, ça c'est très attrayant et en même temps, on sent quand même qu'il y a une profondeur. C'est des enfin, tu as envie de relire plusieurs fois, même Resisters, enfin, quand je l'ai reçu, je sais pas, j'ai trouvé ça, après la 3 4e lecture, tu vois d'autres choses. C'est aussi ce qui se Merci. transmet à travers le dessin, à travers ce qui est non dit. Enfin, il y a toute cette subtilité que, voilà, que j'aime beaucoup. Donc, bah, j'attends aussi, Beaucoup. aussi le format BD avec impatience. En tout cas, merci beaucoup Jeanne d'avoir répondu Merci à à toi. à toutes ces questions. On mettra en lien, tous les livres et toutes les plateformes, enfin tout ce à quoi tu as fait référence parce que c'était assez riche pour permettre, ensuite, aux personnes qui le souhaitent d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller voir un petit peu plus loin et puis on pourra également ajouter, voilà, les liens vers ces différents ouvrages et actualiser au fil du temps. Je te remercie. Merci beaucoup.